Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Dans notre histoire, s'intéresse aujourd'hui à Napoléon Bonaparte et son lien, ses liens avec les Alpes-Maritimes. Au programme de ce magazine, des reportages le long de la mythique route Napoléon. Et pour m'accompagner en plateau, Olivier Guébali, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes délégué du souvenir napoléonien dans les Alpes-Maritimes. Alors c'est une association, le souvenir napoléonien, avec des délégations, je crois, un petit peu partout en Absolument. France. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter cette Le association? souvenir napoléonien est une association qui est née en 1937 à Nice. À Nice, reconnue d'utilité publique en 1987. Et la délégation, il faut le dire, la délégation mère, on l'appelle comme ça parce que c'est celle des Alpes-Maritimes. Alors, c'est une association qui a pour objet de faire connaître la période, les périodes, c'est-à-dire à la fois Napoléon Ier et Napoléon III. Oui. Les périodes, ça part de la Révolution d'ailleurs, puisque Napoléon était le fils de la Révolution. Et moi, j'ajoute toujours de faire aimer. De faire aimer, moi, je mets un peu plus de cœur. Je ne me contente pas simplement de jouer à l'intello en disant, voilà, il y a des textes. Non, non, il faut les faire aimer. Il faut faire vivre ce genre de choses. Je ne fais pas l'intello, je fais surtout l'histoire vivante. Alors, il y a à peu près une trentaine de délégations. Ça bouge pratiquement maintenant tous les 6 mois. Il y a des délégations qui naissent. Il y a des correspondants, notamment en Italie, qui deviennent des délégations. Donc ça vous fait une délégation. Et dans les Alpes-Maritimes, il y a combien de membres il y en a à peu qu'une. près de membres dans l'association? Il y a à peu près, il y a 250 membres. On doit être à 251 ou 52. Il faut appeler ma femme, elle connaît mieux que moi ce genre de choses. Et ce sont qui les membres? Ce sont des historiens, des passionnés? De tout. De tout. Vous avez des historiens, vous en avez un en particulier qui est connu, Alexandre Gourdon, qui est un historien patenté. Vous avez également, qui écrit notamment lui sur Napoléon III. Mais pas seulement, il a écrit également sur Bonaparte à Nice, le jeune Bonaparte à Nice. Et il y a également, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié le nom. Je m'en souviendrai tout à l'heure, qui est l'érudit, si vous voulez, de la délégation, et qui écrit des choses relatives à sa famille à l'époque impériale en particulier, mais pas seulement. Mais pas seulement. Docteur Bourrier. Voilà, le docteur Bourrier, très connu à Nice, puisque Madame Bourrier avait été pendant longtemps maire de Villars, pendant très longtemps. Toute la famille d'ailleurs est constituée de médecins. C'est assez curieux, mais c'est comme ça, tous. Alors Olivier Guébali, on va parler d'une date importante à présent, le 1er mars 1815, puisqu'il y a un peu plus de 210 ans, Napoléon débarquait sur la plage de Golfe-Juan. Un débarquement d'ailleurs qui donne lieu à une reconstitution chaque année grâce à de nombreux bénévoles. Avec Stéphanie Mossman, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Regardez. Je suis Walter Rocher, je suis un homme d'aujourd'hui. Je suis président d'une association de reconstitution historique, le Champ du Départ. On représente un peloton d'infanterie de ligne qui est le 37e. Et nous réalisons tous les ans la manifestation du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan. Oui, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Mais du coup, pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici sur cette plage? Je vous ai donné rendez-vous ici parce que déjà, la plage, elle est ensoleillée, elle est très jolie. Golfe-Juan, c'est une période historique qui est hyper importante pour nous en France. C'est le jour où Napoléon a débarqué avant la bataille de Waterloo. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque ici. Il arrive ici avec beaucoup de doutes. Il joue vraiment une partie de poker. Soit il réussit, soit c'est un échec total. Donc il débarque ici avec à peu près 1000 hommes. Il débarque de l'île d'Elbe. Il va prendre la route Napoléon et ensuite, très rapidement, Paris, reprendre le pouvoir, chasser Louis XVIII et ensuite, il va se passer ce qui se passera jusqu'en Belgique, à côté de Bruxelles, Waterloo. Est-ce qu'il connaissait déjà cette plage? Il connaissait parfaitement cette plage. Étant jeune soldat, il avait été en garnison à Antibes et c'est pour ça qu'il a débarqué ici. Il connaissait aussi les hommes des états-majors ici. Il pensait qu'ils allaient se rallier tout de suite à sa cause. Il n'y a pas eu un ralliement directement à sa cause quand il a débarqué, mais les états-majors se sont plus ou moins dispersés au moment où il est arrivé. Donc il a débarqué ici le 1er mars, donc 1815. C'était l'après-midi, je crois. C'était un après-midi. Il faut surtout s'imaginer dans quel état il est arrivé. Il n'est pas arrivé vainqueur, il est arrivé avec beaucoup de doutes. Il faut vraiment retenir cette notion de pari, de poker. Il a joué une partie. Il a senti qu'en France, il pouvait reprendre le pouvoir, rétablir son empire. Et il est arrivé ici avec beaucoup de volonté, très peu d'hommes,
et sans tirer un coup de feu, il a repris le pouvoir. Et vous avez donc du coup à cœur évidemment de faire revivre cette période chaque année. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe ici sur cette plage. Alors là, donc sur cette plage, le 28 février et le 1er mars, nous organisons une grande manifestation. Et là, toute la ville se mobilise. L'office du tourisme, les services techniques, la mairie, le port de Golfe-Juan avec la capitainerie. Tout le monde se mobilise pour donner le temps d'un week-end l'évocation du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan. Il y a combien de personnes ici sur cette plage du coup? En uniforme comme moi, nous sommes à environ 400 qui viennent de tous les pays d'Europe. Vous avez au plus loin des Polonais, des hommes qui viennent de République tchèque. Ah oui, ça ne s'arrête pas en fait à la Côte d'Azur, on va dire, c'est vraiment d'accord. Non, ça ne s'arrête pas à la Côte d'Azur. Pourquoi déjà des Polonais? Parce que quand Napoléon a débarqué, il y avait déjà des Polonais. Et les Polonais ont un cœur d'être toujours présents avec des associations comme la nôtre en France pour être présents lors de cette manifestation. Pendant la manifestation, sur cette plage, elle est envahie de tentes. Nous dormons sur la plage, comme à l'époque. Nous organisons le samedi matin le débarquement avec des coups de canon. Il y a à peu près une dizaine de pièces d'artillerie, quelques cavaliers et tout le reste des hommes d'infanterie avec des fusils et des armes, des mousquets pour reproduire l'après-midi des batailles. Ça se prépare combien de temps à l'avance finalement ce type de reconstitution? Beaucoup de temps. Le travail, c'est surtout quoi? C'est surtout un travail d'atelier. Moi, j'ai appris à coudre, faire de la couture, à utiliser des bons matériaux et ça permet en même temps d'avoir des compétences et en même temps de se passionner pour des choses qui sont complètement inattendues. La reconstitution historique, c'est une chose complètement inattendue. Vous apprenez tellement de choses que finalement, l'aboutissement de temps d'un week-end, de se transformer en soldat de l'Empire, eh bien, c'est une finalité, mais avant ça, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans un univers associatif, comme le rapport avec d'autres personnes qui nous rejoignent, tout simplement. Olivier Guébali, je vous ai vu un petit peu froncer les sourcils quand Voltaire parlait d'un coup de poker quand Napoléon est arrivé à Golfe-Juan. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette Non, théorie. c'est-à-dire on connaît la fin de l'histoire. Alors effectivement, on dit voilà, il a échoué. Mais il a préparé cette opération. Il a quitté le 26 février. Il a quitté cette opération exactement comme il faisait autrefois. Il préparait, il organisait ses opérations militaires. Napoléon n'était pas un joueur. D'ailleurs, quand il jouait aux cartes, il trichait lamentablement. Il le savait. Je veux dire, tout le monde le savait qu'il trichait. C'est pas un homme. Alors, il était lucide. Il savait que le hasard a une grande part dans la vie des individus et dans l'histoire. Mais précisément, disait-il, mon objectif à moi, c'est de restreindre la part de ce hasard. Il a préparé ça exactement. Moyennant quoi, je vais très vite, quand il a débarqué, il savait parfaitement quelle était la situation politique, économique et sociale de la France. Avant de quitter, il avait utilisé les reliquats de son immense service de renseignement. Il avait de ses services de renseignement. Il savait parfaitement ce qui se disait, y compris dans les entours du roi à Paris. Il faut le savoir, ce qui commençait à se dérouler au Congrès de Vienne, il avait également des informateurs. Il avait des informateurs partout. Pas aussi nombreux qu'autrefois, naturellement, mais il avait des informateurs partout. Je donne un seul exemple, pour en apporter la preuve. Chaque 10 lettres qui parvenaient à Golfe-Juan, il n'y en avait qu'une seule. Il n'y avait qu'une seule qui était interceptée par les services d'espionnage étrangers. Et tout ce qu'il adressait à Paris ou en Europe de façon générale, 99% parvenaient à destination. Il savait tout. Il savait notamment qu'en quelques semaines, on peut dire au pire, on va dire au mieux en un mois, Louis XVIII n'avait plus aucune audience dans le pays. Les Français ont commencé à regretter l'Empire. Ils ont regretté Napoléon. Ils ont regretté, car il était le fils de la Révolution. Et Louis XVIII et les royalistes revenus au pouvoir, c'était des émigrés qui ne connaissaient rien de la France et qui voulaient remettre pour certains, notamment le frère de Louis XVIII, celui qui est devenu Charles X, le comte d'Artois, qui voulait remettre tout simplement la France dans la situation, on va dire, du 13 juillet 1789. Et les Français, peu à peu, mais ça s'est fait de plus en plus rapidement, car il y a eu des mesures qui ont aggravé considérablement la situation des individus.
groupe social par groupe social. Alors Olivier Gabal, il faut qu'on avance un petit peu, en tout cas ce débarquement qui a quand même bouleversé l'histoire de France, Golfe-Juan, qui est donc le point de départ aussi d'un périple légendaire de Napoléon sur la route nationale 85, que l'on appelle route Napoléon, qui va jusqu'à Grenoble. On a justement rencontré France Aouezerat, que vous connaissez, je pense, qui est incollable sur la route Napoléon. Bonjour France. Bonjour. Vous êtes la présidente d'honneur de l'ANERN. L'ANERN, c'est quoi? C'est une association, hein, Alors, l'ANERN, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1969 par les élus de la route Napoléon, c'est-à-dire les 42 communes et les maires en charge de ces communes qui se sont émus de l'état de la route Napoléon et qui ont fait appel à l'État qui avait complètement délaissé cette nationale 85, dite route Napoléon. Donc, ils ont fait pression sur l'État, qui a pris enfin en charge cette nationale 85 et qui a commencé les travaux. On est au sein de l'espace Napoléon, on est à Grasse et il est passé ici. Voilà. Vous êtes vraiment sur un point stratégique de l'histoire du retour de Napoléon dans les Alpes-Maritimes et aussi dans le futur de la route. Parce qu'ici, il a changé un peu de méthode quand il a vu. Parce que même en 1815, quand il est venu, la route était déplorable, c'était un sentier. La route, c'était une succession de sentiers muletiers. Donc, il était très étonné lui aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Napoléon, c'est lui qui a mis en route, qui a provoqué les sous-préfectures. Donc, il avait demandé à ce que cette route soit en bon état. Ce qu'il a constaté, il a constaté qu'elle était vraiment dans un état lamentable. Déjà là, en 1815, Napoléon s'est ému de l'état des routes. Pourquoi, justement, vous êtes autant attiré par cette route Napoléon? Par cette route Napoléon, parce que, d'abord, j'ai été petit à petit, parce qu'en fait, la route Napoléon, je l'avais prise comme tout le monde. J'allais sur cette route, j'allais à Gap, j'allais à Digne, et je regardais les paysages, mais si vous voulez, en étant élu, j'ai pris conscience, j'ai étudié cette route, j'ai pris conscience de l'histoire. Donc je me suis dit qu'en fait, étant élu au tourisme de la ville de Grasse, il fallait absolument la prendre, cette route en entier. C'est-à-dire que on partait cette route, il fallait en faire une entité de Golfe-Juan à Grenoble, de la Méditerranée à l'Europe du Nord, c'est-à-dire aux Hautes-Alpes, avec Grenoble et via l'Europe, l'Europe du Nord. Le tourisme, ça se prend en plein cœur. Et la route Napoléon, je l'ai prise en plein cœur. Merci France, en tout cas, pour cette leçon d'histoire, et puis merci pour votre passion aussi. On sent que vous êtes passionné. Merci beaucoup, en tout cas. Pascal. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office de tourisme du Pays de Grasse. Alors là, on se trouve à l'espace Napoléon, qui existe depuis quand, cet espace? Il a été inauguré en 2006 par Jean-Pierre Leleu, alors maire de Grasse, sur un fonds d'un passionné. La plupart des pièces que vous voyez ici sont de la collection privée de Robert Bartolozzi. C'est magique, c'est magique. C'est un moment que l'on soit, alors soyons clairs, que l'on soit passionné d'histoire ou pas, qu'on apprécie Napoléon ou pas, mais l'idée est de dire, ici, siège social, Grasse, siège social de la route Napoléon, l'occasion était vraiment exceptionnelle que de créer cet espace qui est ce qu'on peut appeler un peu un espace muséal. Ça n'est en rien un musée, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire de ce lieu, et ça commence à bien marcher, on est très content d'ailleurs, d'en faire un moment de rencontre, un lieu de rencontre. Le touriste qui passe peut s'inscrire, il va sur le site web ou quoi que ce soit, nous contacter, c'est pas un problème. On se voit, on se rencontre, on se parle, et on parle de cette formidable énergie devenue une énergie touristique de premier plan. Olivier Guébali, j'imagine que vous l'avez emprunté plusieurs fois, cette fameuse route Napoléon. Vous savez que l'association, ma délégation, tous les ans, nous faisons à pied une randonnée qui correspond à un morceau de cette route. L'objectif, c'est d'arriver à Grenoble. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. La route Napoléon, elle va jusqu'à Paris. Simplement, ce qui s'est passé en 1932, il y a un préfet qui a créé cette route pour des raisons qui étaient d'ailleurs essentiellement, pas seulement historiques, mais économiques. Mais en réalité, la route Napoléon, il faudrait la poursuivre. Alors c'est vrai que c'est plus difficile quand on
approche Grenoble, quand on va à Lyon, etc., parce que c'est très urbanisé. Oui. Voilà, tandis qu'ici, on a encore ce grand espace qui nous permet, quand on y est, de rêver. Est-ce que vous l'avez déjà parcouru à cheval, cette route Napoléon? Ah non, je ne monte pas à cheval. Non, ça non. Non. Regardez, parce qu'on a rencontré monte pas à justement cheval, avec Stéphanie Mossman, Pierre Petit de Et je le l'association regrette beaucoup. Route Napoléon à cheval. Regardez. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Vous êtes le secrétaire général de l'association La Route Napoléon à cheval. J'ai dans mes mains justement ce petit livret, puisqu'il est possible de faire donc la route Napoléon 350 km à peu près, et tout ça à cheval. Comment c'est né cette idée? Tout à fait. Alors en 2015, il y a eu la commémoration du bicentenaire du débarquement de l'Empereur à Golfe-Juan, juste en dessous au bord de mer. Et à la suite de ça, les associations de cavaliers des 4 départements, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Isère, ont choisi remettre à jour cet itinéraire qui avait été emprunté par l'empereur à cette époque, et en faire un itinéraire de randonnée équestre. Ah, donc c'est un itinéraire qui traverse les 4 départements, comme vous venez de le dire. 4 départements, 2 régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud. Et notre association, elle a été créée dans le but justement d'apporter un confort pour les gens qui veulent pratiquer cet itinéraire, que ce soit en totale autonomie ou bien avec des clubs qui jalonnent l'itinéraire, qui sont affiliés à la Fédération française d'équitation et qui peuvent proposer des randonnées accompagnées. Donc le site routenapoléonacheval.com permet donc soit d'organiser un périple en totale autonomie et donc de réserver les gîtes, de savoir où il y a des points d'eau, de savoir si on a besoin d'un vétérinaire à un moment donné ou d'un maréchal ferrant, de pouvoir trouver les coordonnées, ou alors si on est dans les capacités d'avoir son propre cheval, pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, on peut s'adresser à des centres équestres qui se feront un plaisir de proposer des séjours accompagnés, des séjours créés à la carte, même si on est un groupe, dès lors qu'on est 6-8 cavaliers, ça peut être un séjour créé par un accompagnateur de tourisme équestre. Donc ça fait 10 ans que ça existe. Qui sont les personnes qui effectuent cette randonnée à cheval? Est-ce que ce sont des personnes de notre région, des personnes de toute la France qui sont fans, j'ai envie de dire, de Napoléon, du personnage de Napoléon? Voilà, c'est plutôt cette deuxième catégorie. On a de plus en plus de gens qui viennent de régions éloignées. Donc il faut dans un premier temps leur permettre de se reposer au moins une nuit. C'est ce qui a été fait avec l'implantation qu'on a à Grasse, où on peut permettre aux gens de se reposer avant de repartir. Et puis à partir de ce moment-là, ils peuvent depuis Grasse rallier Visil, ou dans le sens contraire, descendre de Visil jusqu'à Grasse. Et on aura prochainement à l'extrémité à Visil un nouvel hébergement qui va être créé par la commune, qui cherche à fidéliser un petit peu les cavaliers qui voudraient partir depuis Visil, et on est en train d'y travailler en ce moment avec la commune. Forcément, vous l'avez fait, vous, cet itinéraire de nombreuses fois, j'imagine. Pas de nombreuses fois, mais je l'ai fait, oui. C'est un itinéraire qui se fait en combien de temps finalement? L'empereur l'a fait en 8 jours. D'autres cavaliers reconstituteurs ont essayé de le faire eux aussi en 8 jours. La réalité, il faut compter le double. Il faut compter une bonne quinzaine de jours si on veut pouvoir profiter de l'itinéraire, si on ne veut pas faire ça au pas de course, si on veut au contraire pouvoir saisir toutes les opportunités qu'il y a sur l'itinéraire, quoi. Et comment vous en êtes venu, vous, finalement, à aimer ce personnage de Napoléon? Est-ce que c'est par rapport à vos cours d'histoire plus jeunes ou pas? L'histoire, elle se trouve rafraîchie un peu tous les ans, parce que le premier week-end de mars, à Golfe-Juan, on commémore le débarquement de l'empereur. Et là, on a des reconstituteurs qui viennent de toute l'Europe, qui sont des passionnés de l'histoire napoléonienne, qui ont chacun des costumes correspondant à un personnage qu'ils ont choisi d'incarner. Et à cette occasion, donc, on voit la reconstitution du débarquement de l'empereur qui descend d'une chaloupe et qui met le pied sur la grève, avec tout un tas de militaires qui sont là dans des tentes avec des personnages d'époque, etc. Et donc ça contribue à entretenir cette image du souvenir napoléonien, de dire, bon,
ben voilà, tous les ans on commémore cet événement et il y a un public très très large qui vient. Et comme les reconstituteurs sont de nationalités différentes, eh ben, évidemment ça entraîne des familles, ça entraîne du public qui vient des quatre coins de l'Europe pour assister à ça. Olivier Guébali, vous me disiez hors antenne que vous avez aimé Napoléon alors que vous étiez dans le ventre de votre maman. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce personnage? Ah, mais écoutez, c'est l'homme qui a apporté la grandeur. C'est l'homme qui a créé la grande France. C'est l'homme également qui a permis à la France, au sortir de la Révolution, d'exister encore. Car il ne faut jamais oublier que lorsque Bonaparte, là c'était Bonaparte, Bonaparte a pris le pouvoir en 1800, janvier 90, lorsqu'il est devenu premier consul, la France, au sortir de la Révolution, c'était 10 ans de Révolution, la France était un champ de ruines. Il ne restait quasiment rien dans aucun domaine. Il fallait remonter tout ça. Aujourd'hui, on a des difficultés, semble-t-il, aujourd'hui, si j'en crois les informations, pour créer un budget. Mais nous ne sommes pas en guerre. À l'époque, il y avait à la fois guerre civile et guerre étrangère. En 3 ans, il a fait un budget équilibré. En 3 ans, parce qu'il a créé toutes les administrations capables, si vous voulez, de prendre en main les choses. Et c'est là où il est apparu comme étant un homme providentiel, alors que les Français le connaissaient peu. Et toute cette histoire de Napoléon, justement, vous la faites vivre avec votre association, Le Souvenir Napoléonien. Rapidement, très rapidement, vous donnez, je crois, des conférences tout au long de l'année. Alors, c'est très facile. Voilà ce qu'on fait globalement. Pour simplifier, conférences. On est obligé on fait 8 conférences. Dans toutes les Alpes-Maritimes, j'imagine. Ah oui, les Alpes-Maritimes. Puis moi, à titre personnel, il m'arrive d'aller ailleurs, etc. Randonnées. Ça, on m'appelle. Bon. Donc 8 conférences. Ensuite, on fait également des randonnées. J'ai parlé tout à l'heure de randonnées. On fait des randonnées. Là, tout le monde vient, même ceux qui ont des difficultés à marcher. On divise ça en 3 groupes, évidemment, bien sûr, sur la route Napoléon. Voilà. Et puis des spectacles aussi. Alors, voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Il y avait également de la danse qu'on faisait. On fait de la reconstitution historique. Ça, c'est très important, notamment au moment des journées impériales. Je suis chargé par la ville, et notamment par son représentant, non seulement Christian Estrosi, mais Gaël Nofri, pour mettre en œuvre et animer ces journées impériales. Et ça n'est pas pour rien, puisque effectivement on fait de la reconstitution, on fait de la danse, j'organise régulièrement un bal, etc. etc. Et cette programmation, j'imagine, on peut la retrouver sur le temps file. Je suis vraiment désolée. Oui, sur un site internet qu'on mettra justement à l'antenne. Mais effectivement, vous avez raison de souligner, le fer de lance, ce sont les grands spectacles. Donc je vous dis à peu près de 25 à 30 selon les périodes, il y a solistes, choristes, maintenant 4 choristes. Nous avons une mandoliniste qui est également une professionnelle. Et qu'on invite évidemment à voir via votre site internet. Je suis obligée de vous couper. Je suis désolée, Olivier Guébali. Merci en tout cas d'avoir apporté votre connaissance pour ce magazine. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, et c'est moi qui vous remercie.